Une femme trouve un bébé abandonné dans sa voiture, et ce qui s'ensuit la plonge dans une situation impossible. Mais avant de continuer notre histoire, envisagez de vous abonner à la chaîne. Le réveil de Claire Dubois sonna à 6h30 précise, diffusant une douce mélodie classique qui emplit sa chambre baignée de la lueur tamisée du matin. Elle ouvrit les yeux lentement, savourant quelques instants la quiétude avant que la frénésie de la journée ne commence. Son appartement, situé au 6e étage d'un immeuble moderne du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, offrait une vue imprenable sur la ville qui s'éveillait. Architecte de renom à seulement 35 ans, Claire était connue pour son sens aigu du détail et ses designs innovants mêlant modernité et respect de l'environnement. Ce jour-là, elle avait une réunion cruciale avec un client potentiel pour un projet d'écoquartier, une opportunité qui pourrait propulser sa carrière à un niveau supérieur. Après une douche rafraîchissante, elle enfila une robe élégante mais sobre, assortie d'un blazer ajusté. Ses cheveux châtains, qu'elle portait généralement détachés, furent noués en un chignon soigné, dégageant son visage aux traits fins et déterminés. Dans la cuisine, l'arôme du café fraîchement moulu embaumait l'air. Elle prit le temps de déguster une tasse accompagnée de tartines grillées surmontées de confitures d'abricots faites maison. Son chat moustique, un siamois au regard perçant, sauta sur le plan de travail, quémandant son attention. « Désolé, mon beau, pas le temps ce matin », dit-elle en le caressant rapidement. Elle attrapa son sac en cuir, vérifia qu'elle avait bien son carnet de notes, son stylo fétiche et les plans pour la réunion. En sortant de l'appartement, elle croisa son voisin, M. Bernard, un retraité affable. « Bonjour Claire, prête à conquérir le monde aujourd'hui ?» lança-t-il avec un clin d'œil. « Chaque jour est une nouvelle aventure, Monsieur Bernard, » répondit-elle avec un sourire. Dans la rue, l'agitation matinale battait son plein. Les klaxons des voitures, les rires des enfants se rendant à l'école, les conversations animées des passants créaient une symphonie urbaine familière. Elle décida de marcher jusqu'à son bureau, profitant de l'air frais et du soleil naissant qui réchauffait doucement l'atmosphère. En chemin, elle s'arrêta devant une vitrine d'une librairie, attirée par un livre sur l'architecture durable exposé en première ligne. « Je reviendrai te chercher plus tard », pensa-t-elle, notant mentalement le titre. Arrivée à l'agence, une bâtisse rénovée mêlant briques anciennes et verre contemporain, elle fut accueillie par son assistante, Léa. « Claire, le client a appelé. Il a avancé la réunion à 9h au lieu de 10h. Peux-tu préparer la salle et t'assurer que toutes les maquettes sont en place ?» Le client, un promoteur immobilier influent nommé M. Dupont, fut impressionné par sa vision et son professionnalisme. « Votre projet est exactement ce que nous recherchions. Je suis impatient de voir la suite, » déclara-t-il, en serrant chaleureusement sa main. Après la réunion, Claire ressentit une satisfaction profonde. Elle sortit sur la terrasse du bâtiment pour prendre une bouffée d'air. La vue sur la Saône était apaisante. Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Sophie. « Déjeuner ensemble ? J'ai des potins croustillants à partager. » À midi pile, elle rejoignit Sophie au petit bistrot, un café chaleureux aux murs tapissés de photos vintage. « Alors, raconte-moi tout », lança Claire en s'installant. « Figure-toi que Julien m'a enfin demandé de partir en voyage avec lui. Une escapade romantique en Toscane, » s'enthousiasma Sophie. « Je suis tellement heureuse pour toi. » « Vous le méritez. » L'après-midi s'écoula rapidement, rythmé par des réunions et des échanges d'emails. Vers 19h, le ciel commençait à se teinter de nuances orangées. Claire décida qu'il était temps de rentrer. Elle rassembla ses affaires, souhaita une bonne soirée à Léa et quitta le bureau. En descendant vers le parking souterrain, elle remarqua que les lieux étaient étrangement calmes. Les néons vacillants créaient des ombres dansantes sur les murs de béton. Le bruit de ses talons résonnait dans le silence, lui donnant une sensation inhabituelle d'isolement. En approchant de sa voiture, elle sentit une étrange appréhension. Quelque chose n'était pas normal. Elle sortit ses clés, mais avant même de déverrouiller la portière, elle perçut un léger bruit, comme un gémissement étouffé. Elle s'arrêta net, tendant l'oreille. Le son semblait provenir de l'intérieur de sa voiture. Le cœur battant, elle déverrouilla la portière et ouvrit lentement la porte arrière. Porte. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Sur la banquette arrière, un bébé emmailloté dans une couverture douce dormait paisiblement. Il devait avoir à peine quelques mois. Une petite main potelée dépassait de l'étoffe,
serrant un morceau de tissu. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, incapable de détourner le regard. Elle se retourna rapidement, scrutant le parking à la recherche d'une présence, d'une explication. « Il y a quelqu'un ?» appela-t-elle, sa voix résonnant dans le vide. Aucune réponse. Le silence pesant ne fit qu'accentuer son désarroi. Comment cet enfant était-il arrivé là? Avait-elle laissé sa voiture ouverte? Non, elle en était certaine. Prise d'une soudaine panique, elle attrapa son téléphone pour appeler la sécurité du bâtiment. Mais une pensée la retint. Et si cet enfant avait été placé là intentionnellement? Et si signaler sa présence le mettait en danger? Elle se pencha vers le bébé, qui ouvrit lentement les yeux. 2 iris d'un bleu profond la fixèrent, reflétant une innocence pure. Il esquissa un sourire, babillant doucement. « Bonjour toi », dit-elle avec une douceur qu'elle ne se connaissait pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» En l'examinant de plus près, elle lut le prénom Émile gravé avec soin, accompagné d'une date, 12 avril 2021. Était-ce sa date de naissance? Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Cet enfant était vulnérable, seul. Elle devait agir, mais comment? Devait-elle appeler la police? Les services sociaux? Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, Émile, je vais m'occuper de toi pour le moment. C'est parti, on rentre à la maison. » Elle jeta des regards fréquents vers Émile, qui observait les lumières de la ville avec fascination. Chaque fois qu'il tournait la tête vers elle, un sentiment protecteur grandissait en elle. Arrivée à son immeuble, elle se gara et monta discrètement jusqu'à son appartement, espérant ne croiser personne. Une fois à l'intérieur, elle posa Émile sur le canapé, le temps de réfléchir à la situation. « Bon, il va nous falloir quelques affaires », pensa-t-elle à voix haute. Elle ne savait pas grand-chose sur les besoins des bébés, mais elle était déterminée à faire de son mieux. Elle ressortit rapidement pour se rendre à la pharmacie de garde. « Bonsoir, j'ai besoin de lait pour nourrisson, de couches et tout ce qu'il faut pour s'occuper d'un bébé de quelques mois », demanda-t-elle au pharmacien, qui la regarda avec surprise. « Félicitations. Je ne savais pas que vous aviez un enfant, » dit-il aimablement. « Oh, c'est un imprévu. Une urgence familiale, » improvisa-t-elle. De retour chez elle, elle prépara un biberon en suivant attentivement les instructions sur la boîte. Émile commençait à s'agiter, manifestement affamé. Elle le prit dans ses bras et lui donna le biberon. Il tétait avec avidité, ses petits doigts agrippant sa main. « Tu avais faim, hein ?» murmura-t-elle en souriant. Après le repas, elle le changea tant bien que mal, riant de ses propres maladresses. « Je suis désolée si je ne suis pas très douée, mais je vais m'améliorer, promis. » Elle alluma son ordinateur portable, décidée à chercher des informations sur d'éventuels avis de recherche concernant un bébé disparu. Après plusieurs minutes de recherche infructueuses, elle se sentit désemparée. Rien ne correspondait. Elle envisagea à nouveau d'appeler la police, mais le souvenir de la peur qu'elle avait ressentie dans le parking la fit hésiter. Soudain, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'affichait. Elle fronça les sourcils et décrocha. « Allô? Qu'attendez-vous de moi ?» Assise à la table de la cuisine, elle prit une feuille de papier et tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. « D'accord, récapitulons, » murmura-t-elle. « Un bébé trouvé dans ma voiture, une médaille avec son prénom, un appel menaçant, il s'était perdu de vue ces dernières années. Mais s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait l'aider à éclaircir ce mystère, c'était lui. » Elle chercha son numéro dans son répertoire et hésita un instant avant de composer. Il était tard, mais l'urgence de la situation justifiait cet appel. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. « Allô? Donne-moi l'heure et le lieu. »« Qui es-tu vraiment, petit ange? »« Qui est là ?» Elle l'ouvrit pour y trouver une photo ancienne en noir et blanc. Elle représentait un groupe d'enfants devant un bâtiment austère. Au dos, une inscription. « Orphelinat Saint-Jean, 1985. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère avait travaillé dans un orphelinat dans les années 80, mais elle n'en avait jamais parlé en détail. Était-ce une coïncidence? Le mystère s'épaississait. Elle devait découvrir la vérité, pour Émile et pour elle-même. Le lendemain matin, les rayons du soleil pénétraient timidement à travers les rideaux de l'appartement de Claire, créant un jeu d'ombre dans le salon. Émile dormait paisiblement dans le couffin improvisé sur le canapé. Claire,
les yeux cernés par une nuit agitée, se tenait debout près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Le parfum réconfortant du café ne parvenait pas à apaiser son esprit tourmenté. Elle repensait à l'appel anonyme de la veille. Cette voix déformée, menaçante, résonnait encore dans sa tête. Ah, qui pouvait bien vouloir la dissuader de contacter les autorités? Et pourquoi avait-on déposé un bébé dans sa voiture? Les questions se bousculaient sans réponse. Décidée à protéger l'enfant, elle réalisa qu'elle devait en savoir plus sur lui. Elle s'approcha du couffin et observa Émile. Il avait une petite mèche de cheveux bruns qui retombait sur son front, et ses joues rosées témoignaient de sa bonne santé. En soulevant légèrement la couverture, elle remarqua une médaille en argent autour de son cou. Elle l'examina de plus près. Le prénom Émile y était gravé, accompagné d'une date qu'elle supposa être celle de sa naissance. Soudain, Émile ouvrit les yeux et la regarda avec une intensité surprenante pour un si jeune enfant. Un sourire se dessina sur son visage, et il tendit une main potelée vers elle. Claire sentit une vague d'affection l'envahir. Malgré la confusion de la situation, une connexion inexplicable s'établissait entre eux. Elle décida de le nourrir avant de réfléchir à la suite des événements. Après lui avoir donné le biberon, elle le changea avec maladresse, se surprenant à rire de ses propres hésitations. « Je vais devoir prendre des cours accélérés de maternité », pensa-t-elle en souriant. Le bruit de son téléphone la ramena à la réalité. C'était Marc Lemaître, son ami d'enfance qu'elle avait contacté la veille. « Claire, c'est Marc. Je suis disponible ce matin. On peut se voir quand tu veux. » Avant de quitter l'appartement, elle jeta un regard méfiant par le judas de la porte. Le couloir était désert. Elle inspira profondément et sortit discrètement. Dans la rue, elle sentit tous les regards braqués sur elle, bien que ce ne soit sans doute qu'une impression. Chaque passant semblait suspect, chaque voiture potentiellement menaçante. Elle serra Émile contre elle et accéléra le pas vers le café. Le coin tranquille portait bien son nom. Situé dans une ruelle à l'écart du tumulte de la ville, c'était un lieu chaleureux aux murs tapissés de livres et aux fauteuils confortables. Marc était déjà installé à une table au fond, une expression soucieuse sur le visage. « Claire, je suis content de te voir », dit-il en se levant pour l'embrasser. « Merci d'être venu, Marc. J'ai vraiment besoin de ton aide. » « Ah, c'est une situation incroyable, presque digne d'un roman policier, » commenta-t-il. « Mais c'est aussi très sérieux. As-tu des ennemis? Quelqu'un qui voudrait te nuire? Je sais juste qu'elle y a passé quelques années avant de rencontrer mon père. Je vais contacter quelques collègues et voir si je peux trouver des informations sur cet orphelinat et sur les éventuels liens avec ta famille. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir gérer cette situation. Si quelqu'un te surveille, c'est le premier endroit où ils chercheront. Je suis ton ami et je ne te laisserai pas affronter ça seul. » Quoi? C'est donc vrai, quelqu'un nous surveille. Le chalet de Marc était niché au cœur d'une forêt dense, loin de toute habitation. Un lieu idéal pour se cacher. À leur arrivée, le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les arbres créaient une atmosphère sereine. « Bienvenue chez moi », dit Marc en souriant. « Ici, tu seras en sécurité. Bon, je vais passer quelques coups de fil pour avancer nos recherches. » Alors qu'elle contemplait la forêt, son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu s'affichait à nouveau. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais décida de répondre. « Allô? Ce qui compte, c'est que vous avez quelque chose qui nous appartient. Pensez à ce qui pourrait arriver à vos proches. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Ils sont prêts à tout. »« Quelqu'un arrive, » murmura-t-il en regardant par la fenêtre. Claire sentit la panique monter. « C'est peut-être eux. Nous avons été informés que vous pourriez avoir besoin d'aide. » L'inspecteur Lefort écouta attentivement leur récit, prenant des notes. « Cette affaire est complexe, » commenta-t-il. « Mais ne vous inquiétez pas, nous allons assurer votre protection. Il est possible qu'Émile soit au centre de leurs activités. » Malgré les circonstances, Claire se sentait plus en sécurité, même si l'angoisse ne la quittait pas totalement. L'inspecteur Lefort venait régulièrement leur donner des nouvelles. « Nous avons réussi à identifier certains membres du réseau. Grâce à vos informations, nous avançons. Des images floues de sa mère, de lieux inconnus, de visages indistincts. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Décidée à comprendre, elle fouilla dans les affaires que sa mère lui avait laissées. Au fond d'une vieille valise,
Elle trouva un journal intime. Les pages jaunies contenaient les pensées et les expériences de Madeleine durant ses années à l'orphelinat. En lisant, Claire découvrit que sa mère avait été témoin de pratiques douteuses au sein de l'établissement. Des enfants disparaissaient sans explication, des dossiers étaient falsifiés. Madeleine avait tenté d'alerter les autorités à l'époque, mais sans succès. Une entrée attira particulièrement son attention. Ils prennent les enfants pour des expériences. Je dois les protéger. Si quelque chose m'arrive, j'espère que ma fille pourra un jour découvrir la vérité. Le lendemain, elle montra le journal à l'inspecteur Lefort. C'est une pièce maîtresse, déclara-t-il. Cela confirme nos soupçons. Votre mère était une lanceuse d'alerte. Malgré les précautions, ils parvinrent à localiser la maison sécurisée. Une nuit, alors que tout semblait calme, une alarme retentit. Les agents de sécurité se mirent en position. « Ils arrivent !» cria l'un d'eux. Claire prit Émile dans ses bras, terrifiée. Marc la rejoignit. « Nous devons partir. » Une fusillade éclata, éclairant la nuit de flashs intermittents. Profitant de la confusion, Claire et ses compagnons parvinrent à s'éloigner. Ils trouvèrent refuge dans une vieille grange abandonnée. Essoufflée, Claire regarda Émile, qui malgré le chaos, dormait paisiblement. « Il faut que cela cesse », dit-elle avec détermination. L'inspecteur Lefort acquiesça. « Nous allons mettre un terme à cette folie. Je vous le promets. » Les lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lumière douce. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Marc Lemaître. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des années, mais ils avaient été proches d'autrefois. Journaliste d'investigation réputé, Marc avait le don de déterrer des vérités enfouies et de démanteler des réseaux criminels complexes. Peut-être pourrait-il les aider à comprendre ce qui se passait réellement. Prenant une profonde inspiration, elle posa délicatement Émile dans le berceau improvisé qu'elle avait installé près du canapé. Elle fouilla dans son sac pour trouver son téléphone et chercha le numéro de Marc. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. « Allô ? C'est une situation urgente et compliquée. » Avant de partir, elle informa l'inspecteur Lefort de sa démarche. Il hésita un instant. « Vous êtes sûr de pouvoir lui faire confiance ? Nous ne pouvons pas prendre de risques. »« Claire, tu n'as pas changé, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Toi non plus, Marc. C'est une longue histoire. Si ce réseau criminel est aussi puissant que tu le dis, nous devons agir avec prudence. De plus, j'ai déjà enquêté sur des affaires similaires. Mon objectif est le même que le vôtre, faire éclater la vérité. » De son côté, l'inspecteur Lefort renforcerait la protection autour de Claire et intensifierait les recherches sur le réseau criminel. En sortant du café, Marc posa une main rassurante sur l'épaule de Claire. « Nous allons y arriver. Fais-moi confiance. » Savoir qu'elle n'était plus seule dans cette épreuve lui donnait la force de continuer. Elle passa la soirée à jouer avec Émile, émerveillée par ses sourires et ses premiers gazouillis. Chaque moment passé avec lui renforçait le lien spécial qui les unissait. Les jours suivants furent intenses. Marc travaillait d'arrache-pied pour recueillir des informations, tandis que l'inspecteur Lefort coordonnait les efforts de la police. Claire, de son côté, consacrait son temps à s'occuper d'Émile et à plonger dans les souvenirs de sa mère, espérant y trouver des indices supplémentaires. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, elle remarqua une petite marque derrière l'oreille gauche d'Émile. Intriguée, elle examina de plus près. C'était une tache de naissance en forme d'étoile. Une vague de souvenirs enfouis remonta à la surface. Elle se souvint que sa mère lui avait parlé, lorsqu'elle était enfant, d'une étoile porte-bonheur. Elle sortit le journal intime de sa mère et le feuilleta avec attention. Parmi les pages jaunies, elle trouva une mention du projet Étoile. Sa mère y décrivait un programme secret mené à l'orphelinat Saint-Jean, impliquant des enfants avec des caractéristiques particulières. « Ces enfants sont spéciaux », avait écrit Madeleine. « Ils possèdent des dons que certains cherchent à exploiter. Je dois les protéger. » Était-il possible qu'Émile soit l'un de ces enfants ? Si c'était le cas, cela expliquait l'intérêt du réseau criminel pour lui. Elle décida d'en parler à Marc et à l'inspecteur Lefort lors de leur prochaine réunion. Ce soir-là, autour d'une table encombrée de documents et de cartes, elle partagea sa découverte. Si Émile est lié au projet Étoile, cela signifie que le réseau cherche à le récupérer pour ses propres fins, conclut-elle. L'inspecteur Lefort hocha la tête. Cela confirme nos soupçons. Nous devons redoubler de vigilance.
Les autorités n'ont jamais établi de lien, mais je pense que c'est lié à ce projet. Mais il nous faut des preuves concrètes pour démanteler ce réseau. Un soir, alors qu'elle lui lisait une histoire, il pointa du doigt une étoile dans le ciel et murmura « Maman ». Émue aux larmes, Claire le serra contre elle. « Oui, mon ange. Je suis là. » Il n'était plus seulement un enfant à protéger, mais une partie intégrante de sa vie. Pendant ce temps, Marc poursuivait ses investigations. Il parvint à entrer en contact avec un ancien employé de l'orphelinat, M. Bernard, qui accepta de le rencontrer discrètement. Lors de leur entretien, Bernard révéla que le projet Étoile était financé par des personnes influentes, désireuses de créer une élite dotée de capacités exceptionnelles. Il cherchait à manipuler la génétique pour créer des êtres supérieurs, expliqua-t-il, la voix tremblante. Mais les choses ont mal tourné. Des enfants sont morts, d'autres ont disparu. Chaque minute compte. Elle représentait un groupe d'enfants alignés devant un bâtiment austère. Au dos, une inscription « Orphelinat Saint-Jean, 1985 ». Son cœur s'accéléra. Elle reconnut immédiatement sa mère parmi les adultes présents sur la photo. Mais ce qui la troubla le plus, c'était la présence d'un homme en arrière-plan, à peine visible, dont le visage lui semblait familier. Elle montra la photo à Marc et à l'inspecteur Lefort. « Regardez cet homme. Ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un? Que ferait-il sur une photo de l'orphelinat il y a plus de 30 ans ?» Monsieur Dupont avait montré un intérêt particulier pour elle, posant des questions sur sa famille, ses origines. « Il cherchait peut-être à savoir ce que je savais, » réalisa-t-elle. Le soir même, Marc reçut un appel anonyme. Une voix masculine, modifiée, lui donna rendez-vous dans un entrepôt désaffecté. « Si vous voulez connaître la vérité sur le projet Étoile, venez seul », dit la voix avant de raccrocher. Malgré les risques, Marc décida de s'y rendre, accompagné discrètement par l'inspecteur Lefort et une équipe de policiers en civil. À l'entrepôt, un homme masqué l'attendait. « Je suis un ancien membre du projet », déclara-t-il. « Je veux vous aider à faire tomber ceux qui en sont responsables. » L'inspecteur Lefort et ses hommes intervinrent rapidement, maîtrisant les assaillants. Malheureusement, l'informateur fut mortellement blessé. Avant de rendre son dernier souffle, il murmura à Marc « Protégez les enfants. Ils sont l'avenir. » Monsieur Dupont et plusieurs personnalités influentes étaient impliqués dans le projet Étoile depuis des décennies. « Nous devons agir maintenant », déclara l'inspecteur. « Avec ces preuves, nous pouvons lancer des mandats d'arrêt. » Combien d'enfants ont souffert à cause de ces monstres? Claire, Marc et l'inspecteur Lefort furent salués pour leur courage et leur détermination. Émile, quant à lui, était désormais en sécurité. Cependant, malgré ces victoires, Claire savait que le chemin était encore long. Il restait des zones d'ombre, des questions sans réponse. Qui avait envoyé la photo? Quels autres secrets sa mère avait-elle emportés avec elle? Un soir, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis le balcon du chalet, Émile endormit dans ses bras, elle se promit de poursuivre sa quête de vérité, pour sa mère, pour Émile, et pour tous les enfants qui avaient souffert. Le soleil se levait à peine sur la campagne française, enveloppant les champs d'une douce lueur dorée. Claire se tenait debout sur le perron du chalet, une tasse de café chaud entre les mains, observant la brume matinale qui flottait au-dessus des collines. Émile dormait paisiblement à l'intérieur, et pour la première fois depuis des jours, elle ressentait une certaine tranquillité. Mais cette quiétude était fragile, comme un mirage prêt à s'estomper face aux réalités qu'elle devait affronter. La découverte de la photo ancienne de l'orphelinat Saint-Jean avec M. Dupont en arrière-plan avait bouleversé Claire. Comment cet homme, qu'elle avait rencontré professionnellement et qu'elle avait considéré comme un simple client, pouvait-il être impliqué dans un réseau aussi sombre? Et quelles étaient les véritables implications du projet Étoile? Autant de questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Marc arriva derrière elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu es perdu dans tes pensées », observa-t-il avec douceur. Elle soupira. « Je n'arrive pas à comprendre comment tout cela est lié. Ma mère, Émile, Monsieur Dupont, c'est comme si toutes les pièces d'un puzzle complexe s'assemblaient. Mais il me manque encore des éléments clés. Mais surtout, j'ai trouvé des lettres échangées entre ta mère et un certain docteur Lemaire. D'après les lettres, il semble qu'il ait tenté de mettre fin au projet Étoile lorsqu'il a réalisé les conséquences éthiques et morales de ses expérimentations sur les enfants.
Ma mère était une femme courageuse. Je regrette de ne pas avoir su tout cela de son vivant. Nous pourrions nous y rendre. Nous devons redoubler de prudence. Je vais renforcer votre protection. Émile, assis dans son siège auto, gazouillait joyeusement, inconscient des tumultes qui entouraient sa jeune existence. Elle se surprit à sourire en le regardant, ressentant une affection profonde et inconditionnelle. « Tu es une mère formidable », commenta Marc en la voyant interagir avec l'enfant. Elle rougit légèrement. « Je ne sais pas si je mérite ce titre. Tout est si nouveau pour moi. » Ils frappèrent à la porte. Un homme âgé, aux cheveux blancs et au regard perçant, leur ouvrit. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il avec méfiance. « Docteur Lemaire, je suis Claire Dubois, la fille de Madeleine Dubois. Nous devons vous parler de toute urgence. Entrez, je vous en prie. » Elle a tout fait pour protéger ses enfants. Ils utilisaient des méthodes inacceptables, mêlant manipulation génétique et expérimentation médicale. « Pourquoi n'avez-vous pas témoigné à l'époque ? La marque en forme d'étoile est un signe distinctif, mais je pensais que le projet avait été abandonné. J'ai conservé des dossiers secrets qui pourraient incriminer définitivement ces individus. Votre témoignage sera crucial. Par ici. Par ici ! Cria Marc, indiquant un sentier menant à une forêt voisine. Ils s'enfoncèrent dans les bois, l'obscurité les enveloppant. Les bruits de poursuite semblaient s'éloigner, mais ils ne pouvaient pas baisser leur garde. Après 1 heure de marche, épuisés, ils atteignirent une clairière. Claire, à bout de souffle, s'assit sur une souche, Émile endormi contre elle. « Que faisons-nous maintenant ?»« Vous êtes blessé !»« Suivez-moi. C'est ici que j'ai grandi. Les habitants sont discrets et solidaires. Vous serez en sécurité. » Nous ne savons plus à qui faire confiance. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et descendit dans la cuisine, où l'attendait une odeur alléchante de pain frais. Marc et Lefort étaient déjà installés autour de la table, discutant à voix basse. À leur vue, Claire sentit une pointe d'inquiétude. « Des nouvelles ? Ils envoient une équipe pour nous extraire. Mais nous devons tenir jusqu'à leur arrivée. Il est temps de mettre fin à cette folie. » Comment ont-ils pu faire cela à des enfants ? En redescendant, elle trouva Marc seul dans le salon. « Où sont les autres ?» demanda-t-elle. « Ils sont sortis pour sécuriser le périmètre. Nous devons rester vigilants. Je réalise à quel point tu comptes pour moi. Je ne veux pas te perdre. » Les habitants du village tentèrent de les repousser, mais ils étaient en sous-nombre. « Nous devons partir !» cria le docteur Lemaire. « Il y a un passage souterrain sous la maison qui mène à l'église du village. Le passage était étroit et sombre, éclairé seulement par la faible lueur des téléphones portables. » Émile, sentant la tension, restait silencieux, blotti contre Claire. « Courage, mon ange. Nous y sommes presque. » Mais à peine avaient-ils repris leur souffle qu'ils furent confrontés à un groupe d'hommes armés, mené par M. Dupont lui-même. « Quelle persévérance, mademoiselle Dubois !» lança-t-il avec un sourire sarcastique. « Mais votre petite escapade s'arrête ici. »« Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?»« Ces enfants sont l'avenir !» Enfin, justice est faite. Le maire, un homme d'une 60aine d'années à l'allure distinguée, les remercia chaleureusement. « Votre courage a permis de sauver non seulement ce village, mais aussi de nombreuses vies. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. » Après la réunion, le groupe fut invité par le curé du village, le père François, à le rejoindre à l'église. « Il y a des choses dont nous devons parler, » dit-il avec gravité. Intrigués, ils le suivirent jusqu'à l'édifice. L'église, bien que modeste, était magnifiquement ornée de vitraux colorés représentant des scènes bibliques. Le père François les conduisit dans une petite salle annexe où il sortit un vieux livre relié en cuir. « Votre mère, Madeleine, était une femme exceptionnelle », commença-t-il en s'adressant à Claire. Surprise, elle demanda « Vous la connaissiez ?» Elle cherchait des réponses, tout comme vous aujourd'hui. « Je pensais avoir lu tous ses écrits, mais je n'avais jamais vu celui-ci. » Elle y parle du projet Étoile, mais aussi de vous. Et que tout ce qu'elle a fait, c'était pour vous protéger. Nous avons parcouru un long chemin pour en arriver là. Peut-être est-il temps de penser à l'avenir. Je suis soulagé que cette sombre période soit derrière nous. Et vous avez tout mon soutien. Il est si heureux. Je crois que je le sais déjà. Avant que vous ne partiez, j'ai quelque chose pour vous. Et toi, jeune homme, tu as un grand destin devant toi. Prends soin de Claire comme elle prend soin de toi. Vous avez mon numéro. Sa curiosité naturelle et son intelligence précoce émerveillaient tous ceux qui le rencontraient. Claire veillait à ce qu'il ait une enfance heureuse.
loin des ombres du passé. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Émile leva les yeux vers le ciel étoilé. « Regarde, maman, une étoile filante, étoile. Fais un vœu, mon chéri. » Pleine de promesses. Les premiers mois après leur retour à Lyon furent intenses pour Claire, Marc et Émile. La création de la fondation en mémoire de Madeleine avançait à grands pas. Installée dans un ancien bâtiment industriel rénové, la Fondation Étoile accueillait déjà des enfants en difficulté, offrant soutien, éducation et espoir pour un avenir meilleur. Claire, animée par une détermination inébranlable, consacrait tout son temps et son énergie à cette noble cause. Cependant, malgré ses progrès, une ombre planait toujours au-dessus d'eux. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle feuilletait des dossiers dans son bureau, Claire reçut un appel inattendu de l'inspecteur Lefort. « Claire, j'ai besoin de vous parler d'urgence, » annonça-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. « Bien sûr, que se passe-t-il » répondit-elle, sentant une légère angoisse monter en elle. « Je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous me rejoindre au café les deux amis dans 1 heure ? Si quelque chose se trame, nous devons le savoir ensemble. » Il semblerait que le réseau criminel lié au projet Étoile soit plus étendu que nous le pensions. L'arrestation de Dupont n'était que la pointe de l'iceberg. Ils ont des ramifications internationales, et leur objectif va bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Depuis son arrestation, d'autres ont pris la relève, et ils voient la Fondation Étoile comme une menace directe à leurs activités. Des sources fiables m'ont informé qu'ils préparent une action pour vous discréditer et détruire tout ce que vous avez construit. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Nous devons collaborer étroitement pour exposer l'ensemble du réseau, mais cela ne sera pas sans risque. Lefort mobilisa une équipe spéciale, composée d'agents infiltrés et d'experts en cybercriminalité. De leur côté, Claire et Marc utilisèrent leurs contacts pour rassembler des informations sur les activités suspectes liées au réseau. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans les bureaux de la Fondation, Claire reçut un message anonyme sur son ordinateur. « Nous savons ce que vous faites. Arrêtez immédiatement ou vous le regretterez. » Des articles diffamatoires furent publiés, cherchant à ternir leur réputation. Claire, dévastée, regardait les journaux étalés sur son bureau. Comment peuvent-ils mentir ainsi ? Nous avons identifié plusieurs journalistes payés pour diffuser ces fausses informations. Mais le plus inquiétant, c'est que certains de vos collaborateurs pourraient être infiltrés. Nous devons être vigilants. Les accusations portées contre nous sont fausses et infondées. Nous ne céderons pas face à ceux qui cherchent à nous détruire. Nous appelons les autorités et le public à nous soutenir dans cette lutte contre la corruption et l'exploitation des plus vulnérables. Un soir, alors que Claire rentrait chez elle avec Émile, elle sentit une présence derrière elle dans la rue sombre. Accélérant le pas, elle tenta de rejoindre son immeuble, mais un homme surgit devant elle, bloquant son passage. « Bonsoir, mademoiselle Dubois », dit-il avec un sourire glacial. « Nous devons parler. »« Je n'ai rien à vous dire !» Marc démarra en trombe, laissant l'homme furieux derrière eux. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle, le souffle court. « Ton téléphone était déconnecté, j'ai eu un mauvais pressentiment. Heureusement que je suis arrivé à temps. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. » Installée dans la maison isolée, entourée de forêts et éloignée des routes principales, Claire, Marc et Émile tentaient de retrouver un semblant de normalité. Les jours s'écoulaient lentement, rythmés par les jeux avec Émile, les promenades dans la nature et les longues discussions sur la stratégie à adopter. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les arbres, Claire se promenait avec Émile dans les bras. Le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles créaient une atmosphère paisible. Pourtant, une tension persistante habitait son esprit. « Tu penses à quelque chose ?» observa Marc en les rejoignant. « Je me demande combien de temps nous pourrons vivre ainsi, cachés, » répondit-elle. « Nous ne pouvons pas fuir éternellement. » Il pourrait réagir violemment. Des témoignages, des documents, des enregistrements. C'est dangereux mais nécessaire. Le soir venu, Claire et Marc se rendirent au point de rendez-vous, un café en bord de mer. Émile, trop jeune pour être laissé seul, les accompagna, endormi dans sa poussette. Julien, un homme d'une trentaine d'années à l'air nerveux, les attendait à une table isolée. « Je suis content de vous voir », dit-il en serrant la main de Marc. « Vous avez les documents ?» demanda Claire. « Oui, mais nous devons faire vite, ils sont sur mes traces. » Tout est là, noms, transactions, preuves de leurs activités illégales à l'échelle internationale. Les hommes les poursuivaient,
leur criant de s'arrêter. Marc prit Émile dans ses bras pour courir plus vite, tandis que Claire tenait la main de Julien. « Par ici », indiqua Julien, les guidant vers le port. « J'ai un bateau prêt à partir. » Le vent soufflait fort, propulsant l'embarcation loin du rivage. Les hommes restés sur le quai les observaient avec frustration, incapables de les poursuivre en mer. « Nous avons réussi », souffla Claire, soulagée. « Pour le moment », répondit Julien, « mais ils ne renonceront pas. » Émile, réveillé par les mouvements, pleurait doucement. Claire le berça, chantant une berceuse pour le calmer. « Nous devons atteindre l'autre rive avant l'aube », déclara Marc, concentré sur la barre. Après plusieurs heures, ils accostèrent sur une petite île inhabitée. Épuisés, ils s'installèrent sur la plage, allumant un feu pour se réchauffer. « Que faisons-nous maintenant » demanda Claire. « Nous devons transmettre ces preuves à Lefort », répondit Julien. « Il pourra les utiliser pour lancer une opération majeure contre le réseau. »« Je vais l'appeler !» Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées, Marc prit la main de Claire. « Tu es incroyable », lui dit-il. « Malgré tout ce que nous traversons, tu restes forte et optimiste. » Cependant, leur répit fut de courte durée. Un matin, Julien les réveilla en urgence. « Ils arrivent, des bateaux se dirigent vers nous. » Les bruits de moteurs se rapprochaient, ainsi que des voix menaçantes. « Nous ne pouvons pas les affronter directement, » chuchota Julien. « Il faut les distancer. » Au bout de plusieurs heures, ils atteignirent l'autre côté de l'île. À leur grand soulagement, un hélicoptère aux couleurs de la police les attendait sur une clairière. « Lefort a réussi !» s'exclama Julien. Ils montèrent à bord, juste à temps. Depuis les hauteurs, ils virent les hommes du réseau fouiller l'île en vain. De retour sur le continent, ils furent accueillis par Lefort. « Vous avez fait un travail extraordinaire », les félicita-t-il. « Grâce à vous, nous avons tout ce qu'il faut pour démanteler définitivement ce réseau. » Les autorités, munies des preuves fournies par Claire, Marc et Julien, lancèrent une opération internationale coordonnée. Des arrestations eurent lieu dans plusieurs pays, mettant hors d'état de nuire les principaux dirigeants du réseau criminel. Cependant, un nom ressortait constamment des interrogatoires, Victor Steinberg, un magnate de la finance basé en Suisse, considéré comme le cerveau de l'organisation. « Steinberg est insaisissable », expliqua Lefort lors d'une réunion avec Claire et Marc. « Il a des protections au plus haut niveau et une armée d'avocats pour le défendre. Il est responsable de tant de souffrances. Nous pourrions recueillir des informations, voire obtenir des aveux. Il est préférable que je sois seul. Je serai moins suspecte. » Vêtue d'une élégante robe de soirée, elle était l'image même de la sophistication. À l'intérieur, une multitude de personnalités influentes discutaient autour de coupes de champagne. Elle repéra rapidement Steinberg, entouré d'un groupe d'hommes en costume. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha de lui. « Monsieur Steinberg, quel plaisir de vous rencontrer », dit-elle, avec un sourire charmant. Il la regarda intrigué. « Mademoiselle », Claire, tout en maintenant la conversation, activa discrètement un enregistreur caché dans son bracelet. « Vous savez, monsieur Steinberg, j'ai toujours été fasciné par les philanthropes qui, comme vous, ont une vision globale du monde. Que voulez-vous dire ? D'ailleurs, j'ai entendu parler d'initiatives particulières que vous menez. Excusez-moi un instant. Oui, simplement des affaires urgentes à régler. » Il est méfiant. Il élimine les témoins. Entrant dans le hall imposant, elle se dirigea vers la réception. « Je souhaite voir monsieur Steinberg. Vous êtes audacieuse, mademoiselle Dubois. » La police est en route. Les systèmes de sécurité se désactivèrent et des alarmes retentirent. « Qu'avez-vous fait ?» s'écria Steinberg. « Ce n'est pas moi. C'est la fin de votre empire. » Steinberg, furieux, tenta de s'échapper mais fut rapidement maîtrisé. Claire sentit un immense soulagement l'envahir. C'est terminé. De retour à Lyon, la Fondation Étoile reçut un afflux de soutien et de dons, permettant d'étendre ses actions à l'international. Claire, Marc et Émile purent enfin vivre en paix, construisant une vie sereine et heureuse. Un soir, alors qu'ils contemplaient le coucher de soleil depuis la terrasse de leur maison, Claire prit la main de Marc. « Je n'aurais jamais imaginé que notre vie prendrait un tel tournant. C'est le signe que de belles choses nous attendent. » Cependant, les séquelles des événements récents étaient profondes, et ils décidèrent de s'éloigner de l'agitation de Lyon pour quelque temps.
Ils se rendirent dans le petit village provençal de Saint-Rémy-de-Provence, entouré de champs de lavande et de vignobles, où Claire avait passé une partie de son enfance. Installé dans une vieille masure en pierre aux volets bleus, il savourait la quiétude de la campagne. Les matinées étaient rythmées par le chant des oiseaux et l'odeur du pain frais. Émile, qui avait maintenant 5 ans, courait dans les champs, riant aux éclats, insouciant des tumultes passés. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les ruelles pavées du village, Claire remarqua une affiche annonçant une exposition sur l'histoire locale à la mairie. Intriguée, elle proposa à Marc et Émile d'y jeter un œil. À l'intérieur, des photographies anciennes montraient des scènes de vie du village. Soudain, Claire tomba sur une image de sa mère, Madeleine, jeune, souriante, entourée d'enfants. En dessous, une légende. Madeleine Dubois, institutrice dévouée, 1980. Émue, elle réalisa à quel point sa mère avait marqué la communauté. Le maire, M. Lefebvre, s'approcha d'eux. « Vous devez être la fille de Madeleine. Votre ressemblance est frappante. »« Je suis Claire. Vous seriez notre invitée d'honneur. » Elle rencontra de nombreux habitants qui partageaient avec elle des anecdotes sur sa mère. Elle découvrit que Madeleine avait créé un petit centre d'accueil pour les enfants défavorisés du village, une initiative qui avait inspiré Claire sans qu'elle le sache. Pendant ce temps, Marc travaillait sur un nouveau projet, un livre retraçant leur combat contre le réseau criminel, mêlant témoignages et réflexions sur la résilience humaine. « C'est une histoire qui mérite d'être racontée », expliqua-t-il à Claire. « Non pas pour revivre le passé, mais pour inspirer ceux qui font face à l'adversité. » La place du village était décorée de guirlandes et de fleurs. Les habitants s'étaient rassemblés et une scène avait été dressée devant la mairie. Monsieur Lefebvre prit la parole. « Chers amis, nous sommes ici pour rendre hommage à Madeleine Dubois, une femme qui a consacré sa vie au bien-être de nos enfants. Aujourd'hui, nous célébrons également sa fille, Claire, qui perpétue son héritage à travers la Fondation Étoile. Merci de maintenir sa mémoire vivante. » Elle réalisa que, malgré les épreuves, elle avait réussi à construire une vie riche de sens. Elle décida alors de relancer pleinement les activités de la Fondation Étoile en se concentrant sur l'éducation et le bien-être des enfants. De retour à Lyon, elle travailla sans relâche pour développer de nouveaux programmes. Elle organisa des partenariats avec des écoles, des hôpitaux et d'autres associations. Son objectif était clair, offrir à chaque enfant la chance de s'épanouir. Cependant, un soir, alors qu'elle consultait ses emails, elle reçut un message inquiétant. « Vous avez peut-être gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Nous reviendrons. Les enfants comptent sur nous. » Lors de son intervention, elle partagea son expérience personnelle mettant en lumière les dangers de la traite des enfants et l'importance de la prévention. Son discours, poignant et sincère, suscita une ovation de l'Assemblée. Plusieurs organisations exprimèrent leur désir de collaborer avec la Fondation. Après la conférence, elle fut approchée par une femme élégante aux cheveux argentés. « Bonjour Claire, je suis Sophie Lambert, directrice de l'UNICEF en France. Votre discours m'a profondément touchée. C'est une cause qui me tient à cœur. Je serais ravie de contribuer. » Un matin, elle découvrit une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'Émile jouant dans le parc, entouré d'un cercle rouge. Un message l'accompagnait. « Nous savons où frapper. En attendant, soyez vigilants. Ce que tu fais est important. Ne laisse pas ces gens t'arrêter. » Avec l'aide de Lefort, elle organisa une conférence de presse pour dénoncer publiquement les menaces et mettre en lumière les dangers persistants liés à la traite des enfants. En tant que société, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces crimes odieux. Je refuse de me taire face à l'intimidation. Chaque enfant mérite d'être protégé. Il organisa des séances de dédicaces et des conférences, sensibilisant le public à leur cause. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, Lefort leur apporta une bonne nouvelle. « Nous avons arrêté les individus qui vous menaçaient. Ils étaient liés à une cellule résiduelle du réseau, mais ils ne vous causeront plus de tort. Votre soutien a été inestimable. Je ne sais pas comment vous remercier. » Il rêvait de devenir compositeur et d'utiliser son art pour sensibiliser à la cause des enfants. Un jour, il confia à sa mère. « Je voudrais organiser un concert caritatif pour la Fondation. Rassembler des musiciens du monde entier pour transmettre un message d'espoir.
Je suis certaine que tu réussiras. À la fin de la représentation, il prit la parole. Ce soir, nous avons montré que la musique peut unir les cœurs et les esprits. Ensemble, nous pouvons changer le monde, un pas à la fois. Il était devenu un jeune homme engagé, prêt à poursuivre leur combat. Les années passèrent, et la Fondation Étoile devint une référence mondiale dans la lutte contre la traite des enfants et la protection de leurs droits. Claire, désormais une figure emblématique, fut invitée à s'exprimer aux Nations Unies, au Parlement européen et dans de nombreuses universités prestigieuses. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une conférence à New York, elle reçut un appel inattendu. C'était Aïcha, une jeune femme qu'Émile avait rencontrée lors d'une mission humanitaire en Afrique. Ils étaient tombés amoureux et travaillaient désormais ensemble sur des projets artistiques pour les enfants. « Maman, j'ai une grande nouvelle », annonça Émile avec enthousiasme. « Aïcha et moi allons nous marier. » Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'union de deux êtres exceptionnels, mais aussi l'avenir que nous construisons ensemble. Claire, sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Ta force et ta générosité ont touché tant de vies. Je suis fier de poursuivre ton œuvre aux côtés d'Aïcha. Émile et moi avons décidé de créer une branche de la Fondation dédiée à l'art et à la culture, pour aider les enfants à exprimer leurs émotions et à guérir de leurs blessures. L'art a un pouvoir immense, et je suis sûr que vous apporterez beaucoup de joie. Elle fut nommée au poste de haut-commissaire aux droits de l'enfant, une position qui lui permettrait d'influencer les politiques publiques à un niveau encore plus élevé. Après mûre réflexion, elle accepta le poste. Lors de son discours d'investiture, elle déclara « Chaque enfant mérite une enfance protégée, aimante et épanouissante. En tant que société, nous avons le devoir de garantir ces droits fondamentaux. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à cette mission. » De son côté, Marc continua d'écrire, publiant des ouvrages sur la résilience, l'engagement citoyen et les histoires inspirantes qu'ils avaient croisées. Un soir, alors qu'ils dînaient en famille, Émile annonça une autre nouvelle. « Aïcha et moi attendons un enfant. » C'est merveilleux. Un jour, alors qu'ils étaient réunis dans le jardin familial, Émile proposa « Et si nous organisions une grande réunion des bénéficiaires de la Fondation ? Une sorte de festival pour célébrer les réussites et inspirer d'autres initiatives. Des témoignages émouvants, des performances artistiques, des ateliers participatifs animaient les journées. » Claire, observant cette foule diversifiée et unie, réalisa l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli. Elle se tourna vers Marc. « C'est incroyable de voir tout ce chemin parcouru depuis ce jour où j'ai trouvé Émile dans ma voiture. Mais ce sont nos choix qui façonnent notre destin. Vous êtes la preuve vivante que l'espoir et la solidarité peuvent changer le monde. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Elle représente l'avenir. Je sais que tu veilles sur nous. Elle inspirerait des générations à venir, rappelant à chacun que, même face aux obstacles les plus insurmontables, la détermination et la compassion pouvaient triompher.